Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui va être consacré à l'intelligence artificielle et notamment à la manière dont l'intelligence artificielle aide les urgentistes et les radiologues à désengorger les urgences. Nous allons prendre 1 ou 2 minutes pour laisser rentrer les derniers arrivants et essayer de commencer à l'heure et aussi de terminer à l'heure. Je vais avoir le plaisir, je m'appelle Julien Delpech, je vais avoir le plaisir et l'honneur de modérer ce webinaire, mais également aussi la lourde tâche de tenir les temps de parole des uns et des autres. Alors, pour information, ce webinaire se déroule en 2 phases. La première phase, on va laisser les docteurs Tariq Cherwafi et les docteurs Guillaume Herp et les docteurs Donval prendre la parole, ainsi que Jean-Patrick Lajonchère, qui est en train de se connecter. Il est en lutte avec les différentes solutions web pour se connecter, mais il va arriver d'une minute à l'autre. Vous aurez l'occasion, à l'issue des topos, donc dans une trentaine de minutes, de poser toutes les questions que vous souhaitez aux différents intervenants pendant une trentaine de minutes et on terminera la session vers 19 h pour que chacun puisse repartir chez soi. Donc voilà, vous êtes bien sur le webinaire. Je remercie la société Incepto qui a organisé ce webinaire sur l'intelligence artificielle et notamment sur la manière dont l'intelligence artificielle participe, aide les urgentistes et les radiologues à désengorger les urgences. Je m'appelle Julien Delpech et je vais avoir le plaisir de modérer ce webinaire. Écoutez, il est 18h05, je vous propose de démarrer. On va démarrer dans un premier temps par faire un petit tour de table rapide des forces en présence pour ce webinaire. Alors, je passe la parole à Rennes dans un premier temps et je vous propose de vous présenter. Oui, bonjour, Tariq Cherfaoui. Moi, je suis médecin urgentiste au CHU de Rennes. Je suis chef de service adjoint urgence adulte SAMUSMUR. Merci à Incepto de nous avoir conviés à ce webinaire. Je suis avec mon collègue, le docteur Donval Ulysse, qui va se présenter et c'est principalement lui qui va faire la présentation du projet qu'on mène sur Rennes avec l'IA et la traumatologie. Donc, bonjour à tous, je suis Ulysse Donval, je suis médecin au sein des urgences de Pontchaillou, au CHU à Rennes. Je suis plutôt en charge de la partie traumatologie pour les urgences adultes et effectivement avec Tariq Cherfaoui, on est en train de monter un projet d'utilisation d'intelligence artificielle du logiciel Boneview pour les fractures de membres. Donc voilà, on est en train de construire l'utilisation de ce logiciel. Merci beaucoup à Rennes. Docteur Guillaume Herp, je vous propose de prendre la parole et de vous présenter. Bonsoir Julien, donc je fais comme tout le monde et je remercie la société Incepto de nous accueillir puis de nous donner l'occasion de nous exprimer sur cette thématique. Moi je suis radiologue au CHU de Poitiers, je suis responsable de l'imagerie des urgences et puis je fais partie aussi d'un laboratoire qui fait de la recherche en IA au sein du CNRS voilà, à Poitiers aussi. Donc c'est à ces 2 titres-là d'imagerie des urgences et de recherche en IA que j'ai été convié à discuter de cette thématique traumato. Merci beaucoup, docteur Herp. Jean-Patrick Lajonchère, on ne vous présente plus, mais on va quand même vous demander de vous présenter à l'audience. Alors, Jean-Patrick Lajonchère, si vous nous entendez, nous ne vous entendons pas. Ah, ça y est. Est-ce que vous nous entendez, Jean-Patrick Lajonchère? Alors, ici, Cognac G, on ne vous entend pas. Mais on va peut-être démarrer par une première question, puis on vous laissera vous présenter dès que le son sera revenu de votre côté. Alors, je vous propose de lancer effectivement la première question, et je vais m'adresser à Rennes dans le cadre de cette première question, avec une question simple. Quel est le problème structurel des urgences ? Alors, le problème structurel des urgences, je ne sais pas s'il y a un problème structurel aux urgences, ils sont probablement multiples. On remarque depuis plusieurs années que le nombre de patients augmente. Nous, on prend plus 10% sur 2 ans en termes de nombre de passages, avec une dotation en personnel et en moyens qui n'augmente pas forcément avec le nombre de malades et des lits d'aval qui sont, somme toute, assez limités. L'idée, c'est quand même d'arriver à trouver des mécanismes, des outils
pour faire en sorte de fluidifier le parcours des malades, d'améliorer la qualité de la prise en charge, de la sécuriser et d'anticiper si on peut les flux, parce un des points spécifiques aux urgences, c'est la non-programmation des soins, c'est-à-dire qu'on a des pics d'activité en fonction des heures et des jours qui sont variables et qui créent en fait un déséquilibre entre le nombre de malades et les ressources disponibles. Donc, l'idée, c'est quand même de trouver des moyens pour anticiper ça et faire en sorte que la durée de séjour de nos malades reste acceptable. D'accord, tout à fait. Docteur R, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce que l'équipe rennaise vient de dire? Disons que je suis sur la thématique du flux et sur la thématique du fait que ce soit pas programmé, on se heurte à peu près au même problème en radio, puisqu'en fait en traumato, on est la suite du parcours patient, quoi. Donc après, Rennes va nous expliquer si c'est la suite ou si c'est en parallèle, mais en tout cas, on a les mêmes écueils, on a afflux de beaucoup d'examens. Alors moi, j'ai les données en radio, par exemple, si on s'intéresse aux scanners aux urgences, c'est juste pour une petite donnée. Les scanners aux urgences, l'utilisation, c'est plus 500% en 10 ans. Voilà. Et c'est l'imagerie, donc la radiographie standard n'a pas évolué de la même manière, mais il y a, en même temps que les afflux de patients augmentent, ben, les nombres de radios standards augmentent, en particulier en traumatologie, donc on a les mêmes écueils quoi, que nos amis urgentistes. Alors, je redonne la parole aux urgentistes. Quels sont les enjeux pour vous concrètement aujourd'hui? Les enjeux, c'est d'une part d'entretenir des conditions acceptables de prise en charge des malades aux urgences dans la durée. On peut difficilement accepter qu'un malade reste 6 heures aux urgences pour une entorse de cheville du fait du flux et du temps pour aller radiographie, et également sécuriser la prise en charge des malades. Ça va essentiellement être ça, parce qu'on sait que plus il y a de malades dans les urgences et plus on a de malades à gérer, plus on a une dégradation et un risque d'erreur dans la prise en charge des malades qui augmente. Et ce, d'autant plus que le flux aux urgences, notamment en traumatologie, on a pu voir les chiffres dans notre service, est très important sur les périodes de permanence des soins, notamment entre minuit jusqu'à minuit, on a une très forte activité qui chute après dans le reste de la nuit, mais il faut être capable de garder un niveau de concentration et de performance adapté à une qualité de soins optimale pour nos malades. D'accord. Monsieur Lajonchère, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends, oui, et vous m'entendez? Nous vous entendons très bien. Merci beaucoup. Écoutez, voilà. Jean-Patrick Lajonchère, je suis directeur du groupe. Ah, nous vous avons entendu, nous ne vous entendons plus, Jean-Patrick Lajonchère. Donc, pour poursuivre, alors tout ce qui a été dit est évidemment vrai. Je voudrais dire qu'il y a 3 professions principalement en jeu autour de la traumato. Il y a les urgentistes, il y a les radiologues et il y a les chirurgiens. Et arriver à superposer pour chaque patient les 3 professions en même temps, c'est souvent très difficile. Les urgentistes sont auprès du malade, les radiologues sont sur d'autres sujets bien souvent, et les chirurgiens peuvent être au bloc. Et un outil qui permet de partager entre les 3 et qui permet d'affiner les diagnostics et surtout d'assurer la sécurité, c'est-à-dire que quand vous diagnostiquez une fracture ou une non-fracture, eh bien, vous êtes sûr de vous, et surtout si c'est une non-fracture, le patient peut retourner chez lui sans surprise. Ça a un intérêt considérable. D'accord, merci infiniment. On vous entend, tout fonctionne, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Exactement. Écoutez, voilà, tout finit par fonctionner, Dieu existe. Alors, j'ai une autre question pour vous, Jean-Patrick Lajonchère. Comment avoir pensé justement à l'intelligence artificielle comme solution et comment choisir la solution à prendre?
c'est vraiment pour faire plaisir à Incepto que j'ai participé à quelque chose autour de l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a quelques années, j'aurais participé au système conférence autour du Computer Aided Diagnostic. Mais ce que je pense c'est important, c'est la fiabilité de l'outil. Si à un moment un algorithme permet à un outil d'être plus fiable, d'avoir moins de faux positifs, moins de faux négatifs, on est content. Il se trouve que l'outil proposé aujourd'hui aux urgentistes et aux deux autres professions que j'ai citées inclut des algorithmes qui n'existaient pas vraiment avant, il y a quelques années. Et il se trouve que pour que ces algorithmes soient fiabilisés, il y a un important travail de repérage, un important travail de qualification. Et l'outil soi-disant apprenant utilise l'intelligence artificielle. Au fond, il utilise des outils statistiques qui étaient préexistants et puis qui évoluent en fonction de ce qu'on lui met dedans. Voilà. Mais je pense que le plus important, c'est l'outil clé en main qui est aujourd'hui proposé. D'accord, merci Jean-Patrick Lajonchère. Je vais m'adresser à vous trois maintenant, justement, sur les solutions qui ont été mises en place pour désengorger les urgences, que ce soit à Poitiers, à Rennes ou à Saint-Joseph. Docteur Donval, je vous laisse la parole. Alors, je vais peut-être vous faire une petite. J'ai quelques slides rapidement pour vous montrer un petit peu en termes de solutions ce dont on a pensé pour la partie traumatologie au sein des urgences, le projet qu'on est en train de monter autour de Bonneview. Tu l'as ouvert, le diaporama? Ouais. J'ai revient. Je vais partager mon écran. Partager l'écran. Là, tu fais partager. On ne voit pas encore vos slides, docteur Donval. Je ne sais pas si vous le voyez là. Non. Si, ça y est, c'est bon. Donc voilà, un exemple d'utilisation pour désengorger les urgences qu'on est en train de mettre en place à Rennes. C'est le projet d'outil pour désengorgement des urgences traumatologiques par intelligence artificielle. Donc en fait, comment on est arrivé à cette utilisation d'intelligence artificielle, c'est pour refaire un petit peu le début du webinaire, c'est qu'on s'est rendu compte que l'activité augmentait, notamment de façon importante ces dernières années, avec une traumatologie qui était quand même 40% de nos passages, et dont 18% de nos passages, c'était de la traumatologie de membres. Traumatologie de membres dont on sait que la majorité des personnes vont finalement finir par rentrer à domicile. Et ce qui nous a interpellés, c'était que finalement, on avait des délais, des durées de séjour qui étaient quasiment similaires entre les patients qui avaient un os fracturé et les malades qui venaient pour juste une entorse ou une contusion, et que même ces malades-là avaient finalement une durée de 4h20, ce qui semble quand même très, très, très important. Donc, on s'est dit comment on va pouvoir remédier à ça, tout en sachant qu'on a quand même des moyens limités. On ne peut pas augmenter les urgences en termes de superficie, ni recruter une armée de médecins et d'infirmiers. Donc, en fait, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a d'innovant, qu'est-ce qui arrive en ce moment, qu'est-ce qui est de nouveau et qu'est-ce qui existe déjà. Et c'est là où on s'est dit que l'utilisation d'un logiciel d'intelligence artificielle comme Bonneview permettrait d'être mis en place rapidement et d'améliorer notre prise en charge de malades. Et tout ça, en fait, on a essayé de l'intégrer au sein d'un circuit, un circuit des traumatisés de membres, donc ce qui intègre effectivement comme solution Bonneview, mais qui également fait intervenir la prescription anticipée de radiographie des malades dès l'admission et un circuit physique dédié au sein des urgences. Donc en fait, Bonneview, on avait une problématique. Bonneview était un outil, on s'est dit comment utiliser cet outil. Donc, en fait, Bonneview, pour nous, il était intéressant pour des malades qui potentiellement peuvent être pris en charge rapidement. C'est-à-dire que, typiquement, un patient qui a un membre très déformé, une fracture ouverte, on sait qu'il ne va pas rentrer chez lui, on sait que ça va prendre du temps, qu'il va passer au bloc et tout ça. Donc, finalement, Bonneview, pour ces malades-là, ne changeait pas radicalement notre prise en charge. De la même façon, les malades polytraumatisés sur des AVP haute cinétique ne relevaient pas d'une prise en charge
très rapides, puisqu'ils vont avoir des examens complémentaires importants. Donc, en fait, on a ciblé les malades via un questionnaire dès l'admission qui exclut les traumas graves et les traumas à risque. Donc, ça permet de faire rentrer directement les malades dans la filière, de prescrire les radios à l'accueil, que les malades soient ensuite admis dans la partie radiographie et que quand ils arrivent finalement en secteur de soins, ils aient déjà la radio et l'interprétation de Boneview, visible par le médecin qui va voir l'interprétation de Boneview avant de voir le malade. En fait, tout ça permet d'accélérer et de sécuriser la prise en charge des malades et l'interprétation des radiographies, et y compris au moment de forte affluence, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, où on sait que plus il y a de malades, plus le risque d'erreur en lecture de radio est important, et y compris la nuit, où on a forcément moins de vigilance. Donc, tout ça, en fait, ce qu'on en espère, c'est diminuer de façon importante le temps de passage aux urgences. 4h30 pour une entorse, c'est quand même un peu important. De sécuriser le diagnostic et surtout d'améliorer le service rendu aux malades, qui est finalement ce qu'on cherche tous à avoir au sein de nos urgences. Voilà un petit peu la filière qu'on a mis en place à Rennes. Enfin, qu'on est en train de mettre en place, plus exactement. Votre micro. Ouais. Voilà. Docteur Herp, de votre côté à Poitiers, quelles sont les solutions que vous avez mises en place? Alors, pour l'instant, l'idée, c'est on n'a pas filiarisé en utilisant Boneview pour l'instant. Dans la pratique courante, ce qui se passe, c'est que Boneview est utilisé comme soutien diagnostic pour les collègues urgentistes et puis pour nous, les radiologues, quand on fait les lectures. Pour l'instant, il n'y a pas d'acte délégué, parce que je vois passer ça en même temps dans le chat. Pour nous, on n'a pas d'acte délégué avec une co-interprétation IA manip, par exemple, en radio, ou des choses comme ça. Donc, la filière, elle est standard jusqu'ici, avec l'appui de Boneview. Je rebondis un peu sur ce que disait Dr Donval. C'est vrai que, peut-être que je dévie d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'en fait, ce qui est assez intéressant dans l'utilisation de l'IA, c'est l'homogénéisation des prises en charge. Donc effectivement, quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit aussi la personne qui interprète les radios. Donc en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que sur la traumato, en tout cas, j'ai l'impression qu'on rehausse un peu le niveau de tout le monde, si je peux dire. Il y en a qui sont déjà au niveau, donc c'est égal. Mais il y en a d'autres qui sont bien aidés par ce support et qui augmentent la confiance diagnostique dans la prise en charge des traumatos en périphérie. Donc je pense que c'est surtout comme ça que c'est utilisé chez nous. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a un retentissement sur les demandes d'avis spécialisés et ou sur les appels aux médecins, aux spécialistes. Donc en gros, est-ce qu'on appelle le chirurgien ortho ou pas? C'est quelque chose qu'on va évaluer nous de notre côté pour essayer de voir en fait si ça diminue de la nécessité de recours à un avis spécialisé, avec tous les impacts que ça peut avoir dans les petits hôpitaux périphériques, parce que tous les hôpitaux n'ont pas une garde. Il y a certains hôpitaux périphériques qui ont une astreinte, et quand vous faites venir le chirurgien orthopédiste pour une doute sur fracture, peut-être que grâce à l'outil IA, en particulier en traumatologie, ça permettrait de diminuer ces recours. Donc c'est aussi des axes qui peuvent être qu'on essaie d'étudier nous. Voilà. Mais pas de modification des flux patients pour l'instant. D'accord. Donc, dans la pratique, est-ce que les utilisateurs de la plateforme Incepto, justement, ont facilement adopté l'outil? Oui, enfin, c'est assez, en fait, c'est assez, comment dire, c'est simple et basique, mais c'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'en gros, les radiographies arrivent sur notre système de vision, donc le PACS chez nous, un PACS. Tous les utilisateurs PACS, tous les gens qui peuvent se connecter au système d'imagerie en ligne de notre hôpital ont accès aux résultats de ces résultats de Boneview, et ça se matérialise sous la forme d'un cadre qui cible la zone fracturée. Donc ça, c'est défini fracture. Éventuellement un cadre en pointillé s'il y a une lésion douteuse, et puis pas de cadre avec écrit no fract s'il n'y a pas de fracture. C'est quelque chose assez, c'est pas binaire du coup, puisqu'il y a 3 catégories, mais c'est assez simple à interpréter. Après, la question qui se place, puis je sais qu'on va en reparler, c'est la position qu'il faut avoir vis-à-vis des doutes et comment est-ce qu'on intègre ça dans les flux patients ou dans les flux d'interprétation pour les radiologues. Parfait. Écoutez, sur cette notion de doute, je vous propose de passer
À la question suivante, c'est la question du bénéfice. Hein. C'est pas le doute qui fait avancer, c'est le doute qui fait avancer et pas les certitudes, hein, disait Nietzsche. La question suivante, c'est sur les bénéfices justement d'une solution d'IA pour aider dans le cadre des urgences. Jean-Patrick Lajonchère, est-ce que vous voulez reprendre la parole? Et cette question s'adresse évidemment à tous les trois. Hein. Je vous propose, Jean-Patrick, de nous parler du bénéfice principal que vous recherchez. Bien, le métier d'un directeur d'hôpital est fondamentalement différent d'un métier de médecin parce que le médecin doit faire et doit être sûr de ce qu'il fait à chaque fois qu'il voit un patient. Le métier du directeur d'hôpital, déjà quand il règle des choses à 80%, il estime qu'il a énormément bien travaillé. Et en fait, un des bénéfices principaux du système dont on parle, c'est justement peut-être de permettre d'améliorer les flux. J'ai pas dit de les accélérer d'ailleurs forcément, mais d'améliorer les flux et de peut-être ne plus avoir qu'un recours dans 20% des cas ou pour 20% des questions. Et c'est considérable ça, parce que comme vous le dites, il y a des centres où il y a une astreinte et pas forcément sur place. Eh bien, si jamais vous l'appelez qu'une fois par semaine ou une fois tous les 3 jours, c'est plus du tout la même chose que si vous les dérangez 2 fois par nuit. Donc, quelque part, dans une approche flux, qui est bel et bien une approche urgente, un système comme celui-là représente beaucoup d'intérêt. Maintenant, si on se demande quel est le bénéfice en termes de retour sur investissement, il est quasiment impossible à mesurer. D'abord au stade où nous en sommes, parce que au fond, Incepto, c'est encore un produit nouveau, hein, c'est la plateforme et ce logiciel. Avant les bénéfices, il va falloir convaincre beaucoup de gens et beaucoup de professions, parce que là, au fond, on avec des gens convaincus qui sont à fond dedans. En plus, nos amis rennais, ils ont tout de suite réfléchi au parcours. On sent que là, on est dans une réunion de pionniers, en définitive. Et il va y avoir des réticences, il va y avoir des gens qui ne vont pas y croire. J'adore ça, moi, la croyance en médecine. Et en définitive, on aura tout ça à franchir. Mais le bénéfice, il sera d'abord en termes d'organisation de flux. Et après, la responsabilité médicale, le savoir-faire, l'habitude, l'expérience seront tout aussi présents et tout aussi indispensables avec ou sans cet outil. Toujours votre micro. Docteur Donval, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'un directeur d'hôpital sur les bénéfices et notamment sur la mesure de ces bénéfices? Vous avez parlé tout à l'heure d'une entorse de la cheville qui est prise en charge aujourd'hui en 4h30. Est-ce que vous pourriez justement évaluer le bénéfice en temps aujourd'hui que vous pourriez gagner grâce à l'intelligence artificielle? Alors nous, concrètement, on a déjà identifié plusieurs indicateurs de valorisation du logiciel. Donc, effectivement, il y a un indicateur majeur, c'est la durée moyenne de séjour des malades. Donc, effectivement, est-ce que ça réduit le temps de passage des malades? Après, il faut aussi qu'on évalue finalement, est-ce que ça représente une grosse sollicitation du spécialiste en plus ou en moins? C'est-à-dire, quand il y a un doute, est-ce que finalement, si c'est une radio sur 3 qui a un doute et qu'une radio sur 3, on doit avoir à appeler le radiologue ou l'orthopédiste, c'est vrai que c'est un peu problématique. Donc, il y a l'efficacité du logiciel et également le volume de radio que ça va représenter. Après, en termes de qualité, un des indicateurs qui est assez important, c'est celui, de discordance radiologique. Il faut savoir que dans notre centre hospitalier, toutes les radiologies de membres sont relues dans les 24 et 48 heures par l'équipe de radiologie. Et l'idée, c'est aussi de se dire que finalement, si le logiciel est très performant et qu'avec l'urgentiste plus le logiciel, on arrive à quasiment à avoir un taux de discordance qui est extrêmement faible, est-ce que dans les années qui viennent, c'est toujours très hypothétique, est-ce que ça ne gagnerait pas du temps médical d'un point de vue radiologique finalement? Est-ce que si l'algorithme devient très, très performant, on ne peut pas imaginer que dans plusieurs années, ça soit un temps médical de gagner en tous les cas. Et juste pour revenir sur ce que disait le docteur RP sur l'harmonisation, c'est vrai que à l'échelle d'un CHU ou même de certains, des gros hôpitaux périphériques, on a souvent des internes en stage
qui sont aux urgences, qui s'occupent de la traumatologie. Hein. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas tous urgentistes, ils n'ont pas tous beaucoup de semestres derrière eux. Et ce logiciel-là permet quand même de sécuriser de façon importante leur lecture de radiographie et la prise en charge des malades. Donc ça, c'est aussi un bénéfice dans la sécurisation de diagnostic qui n'est pas négligé pour des centres qui travaillent avec des internes ou avec des personnels non urgentistes ou non formés à la lecture de radio. Voilà. Merci, docteur Donval. Je vous cède la parole, docteur Herp à Poitiers, justement, sur les bénéfices d'une solution d'intelligence artificielle dans le cadre des urgences. Pour vous, quel est ou quels sont les principaux bénéfices? À mon avis, effectivement, je crois que maintenant, je pense que c'est la première phase de l'IA, en particulier pour les phases, donc celles qui sont commercialisées, donc en particulier la solution Bonview. La première phase, ça a été de démontrer que cliniquement, c'était pertinent. Puis là, il y a eu des études cliniques qui sont sorties, il y en a d'autres qui vont sortir, qui vont montrer que cliniquement, c'est pertinent, qu'on améliore le diagnostic ou au moins qu'on homogénise la prise en charge, etc. Puis après, la deuxième partie qui est encore tout à faire, c'est de savoir comment est-ce qu'on intègre dans nos flux. Ça, c'est l'histoire des études qui sont lancées un peu partout, y compris à Rennes, qui ont une bonne idée. Et donc, cette question-là, à mon avis, ça va devenir la question centrale pour cette solution-là qui est maintenant mature, si je peux dire, sur le plan de vue diagnostique, quoi. Après, comment est-ce qu'on peut évaluer la réponse? C'est une très bonne question. Moi, c'est là où on est peut-être un peu une discordance. Si on conserve une prise en charge telle qu'elle est sans modifier le flux, je ne crois pas que ça va modifier la durée de séjour des patients, parce qu'en fait, il y a tellement de cofacteurs qui font que le patient reste aux urgences longtemps que je ne crois pas que ce soit ce facteur-là qui impacte dans les centres qui ne modifient pas leur flux patient en fonction de l'IA. Donc par contre, effectivement, le recours à un spécialiste ou le taux de discordance qui va être assez important, parce que bon, il y a deux types de discordance. Il y a la discordance diagnostique et puis la discordance thérapeutique. Donc, c'est deux choses différentes. Le vrai impact sur les hôpitaux, c'est plutôt la discordance thérapeutique, parce que c'est ça qui fait revenir les patients, on les reconvoque et puis on a toutes les complications qui sont associées, donc les plaintes, etc. Donc, pour cette raison-là, je pense que l'IA peut impacter ça. Et puis, elle peut aussi impacter les discordances diagnostiques qui permettent aussi, parce qu'il y a une notion de formation dans cette IA qui détecte les fractures. Et effectivement, comme le disait le docteur Donval, dans des structures où il y a des internes, où il y a des gens en formation, en fait, et puis même pour les urgentistes, ça permet de voir où est-ce qu'on s'est trompé dans le dépistage des fractures. Et donc après, ça augmente l'expérience utilisateur et puis ça augmente notre niveau de diagnostic. Donc après, c'est sur des spécialistes radiologues ostéo-articulaires, l'impact de cette IA, il va être quasiment nul, sauf la nuit ou dans les cas de fatigue où on sait qu'il y a des biais qui arrivent de fatigue ou de biais de satisfaction, etc. Où là, l'IA peut aider parce qu'en fait, elle est assez neutre, elle regarde tous les os sans se satisfaire de dépister qu'une seule fracture. Par contre, pour les gens qui sont moins à l'aise avec les radios, ça permet d'être un outil qui va aussi aider à apprendre parce qu'on a directement le retour sur où est la zone où il y avait une erreur et pourquoi est-ce que j'ai pas bien vu cette zone. Et donc ça, c'est une fracture. Enfin, vous voyez, il y a tout un schéma d'apprentissage qui peut être corrélé au déploiement de ces solutions-là. Ça, c'est valable. Là, on parle d'os, mais ça peut être valable dans toutes les autres solutions d'IA qui sont déployées en diagnostic. Merci infiniment, merci à vous trois. Alors, on en arrive déjà à la conclusion. Avant de prendre des questions, alors je vous rappelle, pour tous les participants, vous pouvez poser des questions et on piochera dans les questions et on aura 20-25 minutes de questions à l'issue de la conclusion. Donc, un petit peu comme dans les débats politiques, je vais vous proposer de conclure en 1 minute chacun et de conclure en se projetant un petit peu, on va faire un petit peu de prospective, en se projetant dans le futur, quelle place pour l'IA, justement, l'intelligence artificielle dans les urgences? Comment est-ce que, idéalement, comment est-ce que vous voyez ce déploiement dans le futur? Jean-Patrick Lancherge, on vous donne la parole pour démarrer. Merci. Je pense que ce qu'on va essayer de faire probablement bientôt dans les urgences, c'est d'essayer de prioriser les patients un tout petit peu différemment. C'est peut-être d'aider justement, à mon avis, les urgentistes, les seniors qui seraient présents à gérer ces flux et à les gérer pas, évidemment déjà aujourd'hui on les gère plus par ordre de priorité, mais ça reste quand même extrêmement difficile à gérer vu
et apporter une aide parce que les examens de biologie sont revenus du labo et que quelque chose est normal ou pas normal. Peut-être que je verrais plus, moi, une aide d'intelligence artificielle. C'est là où on a beaucoup travaillé à Saint-Joseph. On a une dizaine d'expérimentations d'intelligence artificielle en dehors de l'imagerie. Et je crois que si on doit faire évoluer quelque chose, il faut prendre le problème principal des urgences, c'est l'organisation. Parce qu'au fond, on simplifiera la tâche des seniors pour leur laisser faire la médecine d'extrême complexité qui est celle des urgences. Eh bien, ce sera mieux. Merci à vous. L'équipe des Rennais, docteur Cherfaoui, docteur Donval, quelle place pour l'IA dans le futur, dans les urgences? Comment est-ce que vous envisagez, comment est-ce que vous voyez les choses? Alors effectivement, l'IA, on en a parlé au début pour la gestion de flux et surtout la prévision également, par exemple, des malades qui arrivent à l'accueil, de la nécessité d'une hospitalisation sur certains critères, l'âge, les antécédents, les constantes, tout un panel de caractéristiques qui font qu'on peut prévoir que ce malade va être hospitalisé. Pourquoi pas imaginer une solution qui détecte ces malades-là et se charge d'alerter les cellules de gestion de lits, enfin les cellules qui cherchent des lits pour les malades, pour en fait anticiper l'hospitalisation qui se fera dans quelques heures pour ne pas que le malade reste sur un brancard en attendant qu'on lui trouve un lit. Pourquoi pas imaginer un logiciel qui faciliterait le flux comme ça. Et la deuxième partie, je pense que ça va être un peu sur ce qu'on peut imaginer sur la coopération entre guillemets entre médecins et infirmiers, notamment avec l'arrivée future des infirmières en pratique avancée. On peut tout à fait imaginer que si on a des logiciels d'intelligence artificielle assez performants, on puisse déléguer certaines tâches à ces infirmières de pratique avancée de façon encadrée et aidée par le logiciel. Après, tout ça, ça reste du futur à l'exposition, mais je pense qu'on pourra s'orienter vers ça. Docteur Cherfaoui, vous avez… Non, je partage ce que vient de dire Donval. En fait, ce qu'on attend de l'IA, c'est améliorer nos filières et nos parcours de soins. D'abord, en faisant en sorte que le temps passé aux urgences soit un temps utile et pas un temps d'attente sur un brancard. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est de sécuriser les prises en charge. Comme il a été dit, la médecine d'urgence est une médecine complexe et qui va en se complexifiant de plus en plus. C'est vrai que les solutions d'intelligence artificielle pour optimiser les diagnostics et les démarches de prise en charge sont aussi des choses qui sont attendues. Le troisième point, c'est les prévisions concernant les flux. On voit apparaître aujourd'hui des solutions qui permettent de prédire un peu les flux et puis surtout de détecter des situations à risque évolutif aggravatif. Donc, ce genre d'outils sont attendus dans les services d'urgence. Merci à tous les deux. Docteur Herp, on vous laisse le mot de la fin, la conclusion, la place de l'IA dans le futur dans les urgences pour vous. Alors moi, si je me place du côté du radiologue qui fait de l'imagerie des urgences, je crois qu'il y a deux axes évolutifs. Le premier, c'est le dépistage rapide des complications très graves. Donc, c'est pour éviter les erreurs vitales. Et puis la deuxième partie, c'est dans toute la partie tâches non interprétatives, c'est un peu ce qui a été décrit, c'est-à-dire dans l'optimisation des flux patients, dans la gestion des délais d'attente, dans la façon de faciliter les choses pour les radiologues, pour diminuer en fait cette partie qui est de répondre au téléphone, trier les examens, etc. Et donc à mon avis, la partie tâches non interprétatives de l'IA, c'est là où on doit avoir un gros axe de travail, dans cette partie-là et dans la partie de la façon d'intégrer l'IA au flux patient, y compris avec les tâches déléguées que vous évoquiez. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir participé à cette première session. Merci beaucoup à la Société Incepto d'avoir rassemblé et d'avoir organisé ce webinaire. Je vous propose de passer à la session de questions-réponses. Il y a beaucoup de questions. Vous pouvez continuer d'écrire vos questions. Je vais en sélectionner quelques-unes. Et je vais commencer par une question qui est vraiment une question extrêmement pragmatique, une question qui est posée par Carole, qui s'adresse plus à l'équipe rennaise. Je vous la lis, docteur Donval, docteur Cherfaoui. Le flux du patient optimisé. Qui fait la prescription à l'accueil à Rennes? Qui déclenche l'interprétation Boneview? Et est-ce qu'elle est demandée systématiquement pour la traumatologie?
Donc, 3 questions en une. Alors concrètement, pour l'instant, là, on est en train de travailler sur la prescription à l'accueil plutôt via l'externe encadré par le senior ou l'interne des urgences, voire un interne dédié en petit traumato. Il y a une proximité des deux, mais le but étant, dans un second temps, hein, que ça soit réalisé par les infirmières de l'IAO. Après, ça nécessite un temps de formation, une déclaration, enfin les protocoles de coopération, c'est encore un projet en plus. Donc là, le but, c'est pour l'instant, déployer rapidement, déployer BonneView et son utilisation en faisant prescrire les radios par l'équipe médicale élargie, si on peut dire comme ça, et secondairement, on espère, dans un second temps, peut-être par les infirmières d'accueil et d'orientation. Ensuite, comment on sélectionne les malades? Eh bien, comme vous l'expliquez, on travaille avec un logiciel qui s'appelle Résurgence, dans lequel on a rempli un questionnaire avec un critère d'inclusion, c'est trauma isolé de 1 ou 2 membres, et surtout des critères d'exclusion. Donc, femme enceinte, moins de 18 ans, plaie ouverte, on regarde de la fracture, déficit sensitif, tout un tas pas tout un tas, mais des bornes en fait pour bien encadrer le malade. Et en fait, à l'issue de ce questionnaire, c'est soit oui, soit non. Le malade est-il inclus, oui ou non? Et si le malade est inclus, c'est comme ça qu'on va permettre de sélectionner les malades et de savoir lesquels vont être analysés par BonneView. Voilà. D'accord, merci pour cette réponse concrète, une question très concrète. On a également une autre question, hein, toujours très pratique. Peut-être, docteur Herp, une question de Thierry Baudot. Est-ce qu'un examen normal avec BonneView peut être considéré comme normal ou doit-il être systématiquement revu par un radiologue dans un second temps? Alors en fait, BonneView, ça n'élimine pas les causes de douleur post-traumatique, ça élimine la présence d'une fracture ou pas. Mais il existe plein d'autres raisons qui peuvent être des causes de douleur post-traumatique. Et puis aussi, ces traumatismes peuvent être faits sur des os, donc une structure osseuse pathologique. Donc pour ces deux raisons-là, l'interprétation des radios, même normales par BonneView, en fait, BonneView va juste vous dire s'il y a une fracture ou pas. Mais ça ne va pas vous dire s'il y a un os non pas normal dessous ou s'il n'y a pas un sarcome. Donc en gros, toute radio doit continuer à être lue. La question, c'est quelle radio doit être lue en premier. Et ça peut aussi aider à la priorisation de la relecture des examens. Est-ce que quelqu'un veut apporter un complément d'information là-dessus? C'est bon. Alors, on a une autre question de Greg Garayo. Est-ce que l'IA donne le type de fracture et son grade, ou seulement la fracture, le doute ou pas de fracture, hein? Et un commentaire, le flux patient sera amélioré avec également la responsabilisation des manips radio, tout comme les IAO. Oui, je suis deux choses. D'abord, je suis d'accord sur la notion de tâche déléguée. Les manips font des échos et puis bientôt, ils participeront aussi au flux d'interprétation radio, au moins au début. Et puis la deuxième chose, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que ça stade ou pas la fracture? Est-ce que ça donne le grade? La réponse, c'est non. Ça dit fracture, pas fracture ou doute sur fracture. Voilà, c'est quelque chose de à la fois très simple, mais c'est aussi ce dont on a besoin en urgence, hein, pour pouvoir trier les patients rapidement. Alors, une question sur le coût, hein. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de nous donner le coût par segment analysé? Alors, il me semble, hein, moi je signe pas les contrats et tout ça, mais il me semble plutôt que c'est pas tant en nombre de radios, c'est en termes de patients, c'est un volume, hein, avec un abonnement mensuel. Ça, Incepto, je pense, saura mieux dire que moi, mais je suis pas sûr que ce soit une radio, entre guillemets, une radio 1 euro, 5 radios, 5 euros, c'est plus un abonnement en fonction du volume global, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, c'est sous notion de forfait avec des stades, différents stades en fonction du volume d'activité que vous fournissez. En gros, de ce que j'ai compris. Après, chaque négociation entre les directeurs ou les directeurs généraux ou dans les structures privées, les responsables commerciaux et puis Incepto, en fait, c'est au cas par cas après, hein. En fonction aussi du nombre de solutions que vous prenez dans la société, des choses comme ça, parce que Incepto ne distribue pas que BonneView. Parce
on dit Incepto, mais en fait, Incepto, c'est plutôt celui qui fait le lien en fait entre la solution d'intelligence artificielle Boneview et puis le consommateur, enfin entre guillemets, hein, ou en tout cas l'utilisateur qu'on est tous. On avait un point peut-être qui est important, qui a été répondu dans le chat, hein, pour les participants. Si vous allez dans le chat ou dans les questions, hein, vous verrez que certaines questions ont été répondues directement par écrit. Je vous les pose quand même pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir consulter les réponses. On avait une question de Michel sur les segments osseux. Hein. Quels segments osseux sont évalués par les outils de l'intelligence artificielle en traumato? Moi, si je réponds, c'est tous les segments périphériques, membres sup, membres inférieurs, bassin, bientôt les côtes. Pardon. Et voilà. Merci. Je prends une nouvelle question de Carole Jouan. Le temps de réponse de l'interprétation Boneview est-il toujours satisfaisant? Est-ce que vous avez rencontré éventuellement des difficultés réseau? Et en cas de procédure dégradée, est-ce que cela ne met pas en péril justement le flux patient? Je vais peut-être laisser le docteur RP répondre, parce que nous, on n'a pas encore utilisé Boneview. A priori, c'est une question de minutes, hein, dans le traitement de la radiographie. Donc voilà. C'est la seule chose que je peux en Nous, dire. en fait, ce qui se passe, c'est que la principale, en fait, ce qui se passe, ça prend 0,10 millisecondes. Ou en gros, quoi. Donc, en fait, vous envoyez les images, après, c'est traité là-bas, ça revient. C'est très rapide. En fait, le temps que les radios standards arrivent sur votre PAX, quasiment la réponse Boneview arrive en même temps. Donc, après, on n'a pas fonctionné, pour l'instant, ça fait 3 mois que c'est déployé. On n'a pas fonctionné avec un PAX qui aurait. Si le PAX ne marche pas, donc en procédure dégradée PAX, on n'a pas les résultats Boneview parce que c'est un système qui passe par le PAX. Néanmoins, et si ça ne marche pas, on reste quand même dans le. Après, on revient dans ce qu'on faisait avant et dans ce qu'on sait faire, hein, c'est-à-dire des procédures dégradées où on reprend des flux, on peut dire anciens, et puis qui marchaient bien avant. Donc voilà. Mais ce n'est pas un écueil qu'on a eu pour l'instant. Ça marche. Merci encore, docteur R, de cette réponse. Peut-être une question au directeur d'hôpital sur les critères, hein, pour choisir le meilleur ou en tout cas le plus adapté algorithme d'intelligence artificielle. Est-ce que Jean-Patrick Lajonchère, vous voulez prendre la main sur cette réponse? S'il faut quelqu'un, oui. Je préférerais, moi en tout cas, si à un moment on venait me poser la question à l'hôpital, j'appellerais tout de suite le chef de service d'imagerie pour lui demander son avis. Hein. Moi, je peux pas avoir d'avis sur la qualité d'un algorithme. Alors un peu plus en gestion ou en flux, parce que c'est un peu plus mon métier quand même. Mais je pense qu'il faut faire confiance aux professionnels. Il faut une évaluation extrêmement sérieuse. Ce que je sais, c'est que des outils clés en main, ça n'existe pas. Et qu'il faut comparer avec la base de données d'examen, qu'il faut faire des tests, qu'il faut valider. Et même si les tests sont déjà faits en général, et si l'outil est marqué CE, enfin que sais-je, que des tests, je pense que les équipes hospitalières d'un site ont besoin d'avoir confiance dans un outil de ce type avant de l'utiliser. Oui, absolument. Pour rebondir, nous, par exemple, on a fait un déploiement pendant 15 jours qui était visible quasiment que par les radiologues, où on a en fait comparé ce qu'on trouvait et ce que trouvaient les solutions Boneview. Puis au bout de 15 jours, ça a été, même un peu moins, ça a été satisfaisant. Il n'y avait pas de remarques particulières. Donc c'est à ce moment-là qu'on a lancé vraiment le déploiement en routine clinique. Et du côté des Rennais, pour vous, s'il y avait des critères de choix sur la sélection d'un algorithme d'IA, quels seraient-ils? Alors, avant tout, sa performance, hein, que ce soit utile finalement, parce qu'un logiciel d'intelligence artificielle qui serait
qui ne permettrait pas de gagner en termes d'expertise par rapport à l'évaluation d'un médecin, finalement, ça a peu d'intérêt, qu'il soit efficient et également que on ait un rapport avec la société qui le commercialise qui soit assez facile, qui soit disponible pour faire en sorte que l'utilisation du logiciel et son implémentation via nos différentes interfaces techniques, nos différents logiciels, marche correctement et soit évolutif, quoi. Très bien. Écoutez, je vous propose peut-être de prendre une dernière question qui nous permettra de terminer à l'heure, hein, comme quoi la ponctualité n'est pas la politesse que des rois, mais elle est aussi celle des médecins. Alors, une question de Patrice Méningon. Est-ce qu'il y a une externalisation des données, hein? On sait actuellement que c'est un sujet extrêmement sensible, hein, on l'a vu dernièrement sur les différentes attaques qui ont pu avoir lieu sur des hôpitaux, hein. Donc, les données, où sont-elles, toutes ces données? Où sont-elles stockées? Est-ce qu'elles sont externalisées? Et est-ce que vous maîtrisez cela? En fait, les données, elles sont donc le patient est anonymisé sur le site du CHU. Et puis après, c'est envoyé dans un cloud où c'est post-traité par la solution. Donc, je crois savoir que c'est d'ailleurs un cloud. Enfin, je suis quasiment sûr que c'est un cloud en France. Et après, ça revient. Les deux identités sont réconciliées, si on peut dire. Et puis après, elles sont disponibles. Voilà. Donc, la phase d'anonymisation, elle se fait sur le site du CHU. La deuxième remarque, c'est que on n'arrive pas à revenir avec des patients de moins de 3 jours, je crois, puisque tous les 3 jours, les données anonymisées du CHU sont effacées sur le système Incepto, enfin Boneview. Donc en gros, il y a une double sécurité, quoi. Il y a la sécurité de l'anonymisation, puis après du nettoyage régulier des données. D'accord. Docteur Donval, de votre côté, est-ce que par rapport, vous avez quelque chose à apporter ou à la réponse? Non? Okay. Non, rien de particulier à apporter en plus, non. Alors peut-être je vous pose une toute dernière question, hein, qui nous vient de Jordan Cosp, qui est plutôt à votre attention. D'abord, qui salue votre initiative et qui vous demande si vous avez pu évaluer, hein, depuis la mise en place de Boneview dans le service, une diminution du temps de prise en charge des patients et si vous avez pu évaluer ça, de combien est-elle cette diminution de… Non. Donc là, on n'a pas encore, là, on est vraiment près de le déployer là dans les semaines qui arrivent, mais du coup, on n'a pas encore de données à fournir et donc on fera une analyse en temps réel et une rétrospective au bout de plusieurs mois, mais pour l'instant, on n'a pas de données à fournir. Donc, on prend rendez-vous pour un prochain webinaire dans combien de temps pour pouvoir justement discuter de ces données? À la fin de l'année, fin 2021. D'accord. Ouais, c'est vrai. C'est effectivement une question qui est revenue dans le chat de manière assez régulière, hein, sur justement l'efficacité de l'IA, hein, et comment justement en dehors de la qualité, au niveau du temps de traitement et puis pour les patients, hein, évidemment, de savoir quel est le gain pour les patients qui arrivent aux urgences. Alors, il y a un gain qu'on ne peut pas mesurer, comme disait le docteur Herp, c'est que l'implémentation de la solution nous a incité quand même à bien repenser notre process. Et ça, c'est un sacré boulot parce que il faut travailler avec les uns et les autres. Et en cela, déjà, voilà, on a pu identifier un circuit spécifique pour cette traumatologie-là qui va bénéficier de l'interprétation par IA. Et là, je pense que il y a déjà cet intérêt-là qu'on peut déjà mettre en avant, quoi, dire que ça permet de réinterroger les procédures et les process de prise en charge de ces patients qui relèvent du secteur de traumatologie. C'est quand même un gros boulot. Monsieur Danval a réuni les professionnels, les infirmiers. Enfin, il a fallu faire d'explications et il a travaillé avec les différents partenaires pour que ça se mette en place. Et c'est un travail que vous avez initié quand, docteur Donval? Quels ont été éventuellement les écueils que vous avez pu rencontrer dans la mise en place pluridisciplinaire? Ça fait maintenant quasiment 8 mois qu'on
qu'on a commencé ce projet, hein, notamment avec l'équipe de radiologie du CHU qui travaille déjà beaucoup sur l'intelligence artificielle à travers son chef de service il y a un an, le professeur Govrit. Et effectivement, donc ça a pris 8 mois et c'est toujours en cours, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut faire le relais entre l'administration, réussir à expliciter le projet, les intérêts, le relais auprès des équipes paramédicales. Faut leur expliquer qu'est-ce que concrètement ça va leur apporter à elles, les faire adhérer au projet. Et ensuite, il y a toute une phase d'explication auprès des internes, des externes et des médecins. Donc, en fait, vu que c'est un projet qui est assez transversal, on part de l'administration jusqu'à l'aide-soignant, finalement, qui va aussi brancarder les malades et tout ça. Donc, ça nécessite de l'explication et de l'intervention auprès de tous les intervenants qui vont prendre en charge le malade, quoi. Donc, beaucoup de pédagogie, c'est ça, auprès de toutes les équipes impliquées? Beaucoup de pédagogie et surtout réussir à faire comprendre aux gens ce qu'on en attend et que c'est pas juste un logiciel d'intelligence artificielle qui dit s'il y a une fracture ou pas de fracture. C'est vraiment que c'est un outil qui s'intègre dans un ensemble et comment réussir à en tirer le meilleur, quoi. Et dans l'intérêt du patient surtout. Voilà. D'accord. Écoutez, merci infiniment. Merci à tous les trois. Merci de votre participation. Merci à toute l'équipe d'Incepto. Maëlys, vous êtes en ligne. Vous vouliez partager une dernière. Vous aviez une slide à partager pour terminer cette session? Oui, on vous partage tout de suite la slide. Alors. D'accord. On tenait à remercier tous ceux qui ont participé à ce webinaire pour à le diffuser et à le rendre accessible. Merci à vous. Bon. Écoutez, merci à tous, merci à toutes, merci à toutes les personnes qui ont participé et qui ont posé des questions. On a bien noté qu'on prenait rendez-vous avec l'équipe des Rennais d'ici quelques mois pour avoir justement les premiers résultats de l'implémentation. Rendez-vous est pris, à très bientôt. Et puis, écoutez, bonne soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Ah, t'as la caméra là? Là, on parle à tout le monde. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Elle n'a pas clos le. Attends. Romina n'a pas fermé le. Non, c'est live. bon, on a encore tout le monde. Ouais. Non, mais ferme tout le monde. Bon. Eh bien, écoutez, je vous propose de vous déconnecter. Bonne soirée aux intervenants. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Le truc pour accrocher là-dedans.